Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Mernissi Touria, interne au laboratoire de pharmacologie toxicologie au CHU d'Amiens. Et aujourd'hui, je vous présente une série de cas rencontrés au sein de notre laboratoire, donc qui portent sur une polyintoxication volontaire associant le clonazepam, la prégabaline et la consommation de stupéfiants. Il s'agit de 4 adolescents clandestins d'origine marocaine, âgés entre 12 à 13 ans, donc qui ont été admis en réanimation pédiatrique au CHU d'Amiens pour des troubles de la conscience. Donc, ils déclarent avoir consommé donc, du clonazepam, de la prégabaline et des stupéfiants. Et deux d'entre eux avaient déjà été hospitalisés pour le même motif la semaine précédant donc, cette hospitalisation, mais sous des identités différentes. Il présentait globalement le même tableau clinique, qui était marqué par une somnolence, une agitation et une désorientation pour certains d'entre eux. Les prélèvements sanguins et urinaires réalisés à l'admission ont d'abord fait l'objet de tests de dépistage sanguin, donc recherchant des benzodiazépines et d'antidépresseurs à un dosage d'éthanolémie, et urinaire, donc recherchant la prise de benzodiazépines, d'opiacés, de dérivés cocaïniques, cannabinoïdes, amphétaminiques, de méthadone et de buprenorphine. Ensuite, après documentation donc sur le contexte de ces patients et après échange avec le service de soins, eh bien, nous avons étendu notre recherche en rajoutant dans un premier temps donc, des criblages toxicologiques sanguins et urinaires. Ces analyses-là, qualitatives d'ailleurs, allaient nous permettre de confirmer ou pas la prise déclarée des substances et puis éventuellement écarter donc la prise d'autres substances. Et ensuite, toutes les molécules qui ont été identifiées au criblage toxicologique ont été quantifiées. Donc, nous avons donc réalisé le dosage sanguin donc, de cannabinoïdes, de dérivés cocaïniques, de dérivés amphétaminiques, d'opioïdes et de benzodiazépines. Et donc pour le dosage de la prégabaline, eh bien celui-ci a été réalisé au CHU de Lille. Alors, concernant les résultats de dépistage, eh bien, nous retrouvons chez les 4 patients des benzodiazépines donc positives. Le dépistage de la cocaïne donc, était positif chez 3 patients sur 4. Il en était de même donc, pour le dépistage de cannabis. Donc ici, les criblages toxicologiques confirment bien la présence de clonazepam et de son métabolite, le 7-aminoclonazepam, donc chez les 4 patients. Les cannabinoïdes et donc les dérivés de la cocaïne ont été identifiés chez les patients dont les dépistages étaient positifs. En revanche, aucun opioïde ni dérivé amphétaminique n'a été identifié. Enfin, concernant le dosage des molécules que l'on a identifiées au criblage, eh bien, les concentrations sanguines obtenues de clonazepam étaient compatibles avec celles habituellement mesurées dans un contexte thérapeutique, donc chez 3 patients sur 4, sauf pour le patient 3, donc chez qui on retrouve une concentration suprathérapeutique à 122 nanogrammes ml. Et finalement, eh bien, la prise déclarée de prégabaline n'a été confirmée que chez un seul patient et à concentration thérapeutique. Concernant les concentrations en métabolites de cannabis et de cocaïne, eh bien, les résultats n'orientaient pas vraiment vers une consommation récente. Toutefois, plusieurs facteurs sont à prendre en compte, comme par exemple les habitudes de consommation. Par exemple, pour la prise de cannabis, eh bien, la teneur de THC dans les produits consommés, le délai de la prise en charge, etc. Finalement, la prise en charge de ces adolescents a permis une amélioration rapide de leur état clinique. En revanche, ce cas souligne les difficultés d'interprétation en l'absence de renseignements donc sur le délai écoulé depuis la prise de ces substances et les habitudes de consommation. Et bien que les concentrations des médicaments obtenus soient globalement non toxiques, ou du moins chez 3 patients sur 4 pour le clonazepam, eh bien, cette
consommation de psychotropes et de stupéfiants peut être compatible avec une intoxication et donc expliquerait les signes cliniques observés. Mais cette série de cas alerte surtout sur un phénomène émergent lié à la consommation récréative de clonazépam et de prégabaline. Ceci a d'ailleurs fait l'objet de signalements de plusieurs centres d'addictovigilance en France, et l'usage de ces deux molécules est essentiellement lié à la présence de mineurs isolés originaires du Maghreb, souvent dans des contextes de garde à vue et d'interpellation. L'association de ces deux molécules serait un moyen de défense, un moyen d'obtenir une majoration de l'effet anxiolytique de ces deux molécules et une euphorie intense. Ces deux molécules, exposant à un risque d'abus et de dépendance, eh bien leur arrêt peut s'accompagner d'un syndrome de sevrage qui peut être parfois grave. Une enquête réalisée sur la base des données du réseau national d'addictovigilance évaluant le potentiel d'abus des molécules gabapentinoïdes sur la période 2010-2019 a relevé 258 notifications spontanées liées au mésusage de la prégabaline, avec un pourcentage de 22,3% de sujets dont l'âge était inférieur à 18 ans. Et donc l'un des points marquants de cette enquête est l'augmentation des cas depuis 2018, avec plus de 70% des cas déclarés entre 2018 et 2019. Ici, donc, les résultats donc de l'enquête OSIAP, qui est une enquête pharmaco-épidémiologique identifiant donc, les ordonnances suspectes par les pharmaciens d'officine, montre que la prégabaline devient la première substance faisant l'objet d'ordonnances falsifiées en 2019. Et les données donc de l'enquête Oppidum, qui est également un dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire donc sur les substances psychoactives, eh bien celle-ci montre que la prégabaline a été citée comme la première substance conduisant à une prise en charge en addictologie. Concernant le clonazépam, eh bien, depuis l'application des mesures réglementaires en 2011, un impact très positif a été constaté sur la consommation de clonazépam, avec notamment une diminution des cas liés au mésusage de clonazépam donc dans les différents outils de surveillance du réseau français d'addictovigilance. Et on a également eu des données de vente qui ont chuté de plus de 80% entre 2010 et 2018. Cependant, une diminution moins marquée a été retrouvée entre 2014 et 2018. Et bien, donc malgré cette baisse depuis 2010, les données du dispositif Oppidum donc, montrent que le clonazépam reste la benzodiazépine avec les indicateurs de détournement les plus importants. Et les signalements qui ont été faits entre 2018 et début 2019 par les centres d'addictovigilance de France donc, rapportent une consommation de clonazépam par des mineurs isolés étrangers. Donc, le détournement du clonazépam est toujours présent et probablement sous-estimé car en effet, sur 191 notifications rapportées en 3 ans au niveau national, 89 cas ont été rapportés par seulement donc, l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Dieu à Paris, donc sur 2 ans entre 2015 et 2016. Enfin, pour finir avec quelques mesures, eh bien, l'arrêt de ces deux médicaments pouvant s'accompagner d'un syndrome de sevrage qui peut être grave, eh bien, les patients doivent être pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie. Donc, la présence de cet usage détourné requiert une vigilance accrue concernant la prescription et les délivrances de clonazépam et de prégabaline. Ceci nous amène donc à évoquer la mesure qui a été mise en place récemment, donc celle de la modification des conditions de prescription et de délivrance de prégabaline. La prégabaline est désormais prescrite sur une ordonnance sécurisée et la prescription est limitée à 6 mois.
Pour finir, sur le versant analytique, eh bien, la systématisation de la recherche analytique de ces deux molécules est recommandée, surtout dans des contextes d'anamnèse et de symptomatologie similaires au contexte décrit ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine.